Chapitre 92 Ambre gris. L'ambre gris est une curieuse matière et commercialement si importante qu'en 1791, un certain capitaine Coffin, originaire de Nantucket, fut interrogé à ce sujet à la Chambre des communes, car, à cette époque, et à vrai dire jusqu'à une date assez récente, l'origine de l'ambre gris, tout comme celle du succinct, restait un problème pour les savants. Le mot ambre gris est un mot français passé dans la langue anglaise, et n'a rien de commun avec le succinct, dit ambre tout court. Car celui-ci, bien qu'on le trouve parfois sur les rivages marins, est souvent tiré des profondeurs du sol au cœur des terres, cependant qu'on ne trouve l'ambre gris que dans la mer. D'autre part, c'est une matière dure, transparente, cassante et inodore, dont on fait des tuyaux de pipe, des colliers et des colifichets, tandis que l'ambre gris est malléable, cireux, et si hautement aromatique qu'on l'utilise en parfumerie, dans des pastilles à brûler, dans les bougies de luxe, les poudres à cheveux et les pommades. Les Turcs en épicent la nourriture. Ils en emportent à la Mecque pour la même raison que l'encens va à Saint-Pierre à Rome. Quelques vignerons en mettent quelques grains dans le Bordeaux pour le relever. Qui irait penser, dès lors que de si belles dames et de si beaux messieurs se régalent d'une essence tirée des tripes honteuses d'un cachalot malade? Pourtant, c'est la vérité. Quelques-uns pensent que l'ambre gris est la cause, d'autres qu'il est l'effet de la dyspepsie chez le cachalot. Comment le guérir de pareille diarrhée, c'est difficile à dire. Sinon peut-être en lui administrant la valeur de 3 ou 4 pirogues de pilules de brandrette, après quoi il conviendrait de fuir la zone dangereuse, comme les ouvriers qui font sauter un rocher. J'ai oublié de dire qu'on avait trouvé dans cet ambre gris des plaques rondes, osseuses. Stubb pensa tout d'abord que c'était peut-être des boutons de culottes de marin, mais on comprit ensuite qu'elles n'étaient que les os de petits calmars ainsi embaumés. Mais n'est-il pas surprenant de trouver cet ambre gris si pur et si odorant au cœur d'une telle pourriture? Pense à ce que dit saint Paul dans une épître aux Corinthiens au sujet de la corruption et de la pureté, et comment, semé dans l'ignominie, on ressuscite dans la gloire. Qu'il vous souvienne aussi de l'endroit où Paracelse a dit qu'on trouvait le meilleur musc. N'oubliez pas non plus que de toute chose malodorante, l'eau de Cologne, au stade premier de sa fabrication, se trouve être la pire. J'aurais aimé terminer ce chapitre sur cette invitation, mais je ne le puis tant j'ai souci de réfuter une accusation souvent portée contre les baleiniers par certains esprits prévenus, et qui peut être résumée par les qualificatifs appliqués aux 2 cachalots du français. Nous avons déjà prouvé dans ce volume la fausseté des noires calomnies voulant que le métier de baleinier soit un métier de souillon, un travail malpropre. Quelle est l'origine de cette odieuse flétrissure? Je suis d'avis qu'elle remonte à l'arrivée des premiers navires baleiniers groenlandais à Londres, il y a plus de 2 siècles. Leurs équipages ne fondaient pas alors, pas plus que maintenant, leur graisse en mer comme l'ont toujours fait les pêcheurs des mers du Sud. Mais coupant le lard frais en petits morceaux, ils le jetaient dans la bonde d'énormes barils et le transportaient ainsi jusque chez eux. La brièveté de la saison dans ces mers glaciales, les orages aussi soudains que violents qui y sévissent, leur interdisaient tout autre procédé. D'où il suit qu'en ouvrant la cale et en déchargeant ce cimetière de baleines sur un quai du Groenland, il s'en exhale une odeur à peu près semblable à celle des déblais d'un vieux cimetière de ville, où l'on creuse les fondations d'une maternité. Je conjecture aussi que cette accusation perverse portée contre les baleiniers peut être attribuée à l'existence autrefois, sur la côte du Groenland, d'un village hollandais nommé Schmerenburg ou Smeerenberg, ce dernier nom étant celui qu'emploie le savant Fogo von Slak dans son grand ouvrage sur les odeurs et qui traite de ce sujet. Comme son nom l'indique, Smer, Grèce, Berg, montagne. Ce village fut fondé pour amonceler la graisse ramenée par la flotte baleinière hollandaise, afin d'y être fondu, sans être pour cela ramené jusqu'en Hollande. Il n'était que fourneaux, chaudières et entrepôts d'huile, et quand le travail battait son plein, les exhalaisons n'en étaient guère suaves. Mais il en va tout différemment sur un cachalotier des mers du Sud qui, après un voyage de 4 ans peut-être, ayant rempli sa cale d'huile, n'aura pas plus de 50 jours au travail de la fonte et dont l'huile ainsi préparée et mise en baril est pratiquement inodore. La vérité est que, vivantes ou mortes, si on les traite comme il faut,
Les baleines ne sont pas des êtres nauséabonds, pas plus que les baleiniers ne se signalent à leur odeur, à la façon dont les gens du Moyen Âge croyaient qu'on pouvait au flair découvrir un juif dans une société. D'ailleurs, le cachalot ne saurait être autrement que fragrant, puisqu'en général il jouit d'une si excellente santé et prend un tel exercice toujours dehors, quoique rarement au grand air, il est vrai. J'affirme qu'un cachalot, lorsqu'il agite sa queue au-dessus de l'eau, répand un parfum, tout comme dans un salon bien chauffé, la robe bruissante d'une dame ointe de musc. Vu sa taille énorme, à quoi dès lors pourrais-je comparer le cachalot quant à sa bonne odeur, sinon au fameux éléphant, aux défends incrustés de pierreries frottées de myrrhe, qui fut conduit hors d'une ville des Indes à la rencontre d'Alexandre le Grand pour lui rendre honneur. Chapitre 93. Le naufragé. Peu de jours après notre rencontre avec le navire français, un événement plein de signification survint au plus insignifiant des membres de l'équipage du Péquod, un événement tout à fait lamentable, dont les conséquences mirent les hommes de ce navire, parfois délirants de joie mais prédestinés, face à une vivante et constamment présente prophétie de la catastrophe qui le guettait. L'équipage tout entier d'un baleinier ne prend pas la mer dans les pirogues. Quelques hommes, appelés gardiens du navire, restent à bord et gouvernent pendant que les baleinières sont en chasse. En général, ces gardiens sont des hommes aussi rudes que les canotiers, mais qu'il se trouve un individu anormalement fluet et craintif, on en fera à coup sûr un gardien. Il en était ainsi à bord du Péquod du petit nègre surnommé Pépin, Pipe en diminutif. Pauvre Pipe, vous le connaissez déjà, vous vous souvenez de son tambourin lors de ce minuit dramatique, à la fois lugubre et joyeux. D'aspect extérieur, Pipe et Patte Molle faisaient la paire comme un poney noir et un poney blanc, d'un développement identique quoique de couleurs différentes et formant un attelage original. Mais tandis que le malheureux Patte Molle avait l'esprit lourd et paresseux, Pipe, bien qu'hypersensible, était intelligent de nature, doué de cette vivacité charmante, bienveillante et gaie-propre à sa race, qui, plus que tout autre, prend un plaisir plus pur et plus libre aux loisirs et aux fêtes. Pour les Noirs, le calendrier ne devrait compter que 365 4 juillet et nouvel an. Ne souriez pas si je dis que ce petit noir était brillant, car la noirceur même a son éclat, pensez au lustre de l'ébène qui revêt un salon royal. Pipe aimait la vie dans tout ce qu'elle pouvait apporter de sécurité paisible, de sorte que cette existence, propre à frapper de terreur, dans le piège de laquelle il était tombé, on ne sait comment avait terni bien tristement ce qu'il avait de lumineux. Pourtant, nous le verrons bientôt, ce qui était passagèrement assourdi en lui, allait finalement s'embraser d'un feu sinistre, étrange, insensé, qui tout en appartenant au domaine de l'imagination, allait décupler le rayonnement naturel qui était sien en son comté de Tolland dans son Connecticut natal, où il avait une fois animé de son violon de champêtre et bas, où, dans l'harmonie du soir avec un cri joyeux, il avait métamorphosé la rondeur de l'horizon en un tambourin serti de grelots d'étoiles. Ainsi, dans le jour clair, suspendu à un cou veiné de bleu, l'eau pure d'une goutte de diamant brillera de santé. Mais pourtant, lorsque l'habile joaillier voudra vous montrer la pierre dans son plus émouvant éclat, il la posera sur un fond sombre et la fera briller non aux rayons du soleil, mais sous une lumière artificielle lui arrachant ainsi la splendeur d'un feu d'une magnificence infernale. Alors, l'embrasement maléfique de ce diamant, auparavant le plus divin symbole des cieux de cristal, en fera une gemme volée à la couronne du prince de l'enfer. Mais revenons à notre histoire. Il advint que dans cette affaire d'ambre gris, le rameur arrière de Stubb se foula le poignet et fut pendant quelque temps inapte, de sorte que Pipe fut appelé à le remplacer. Lors de la première mise à la mer de Stubb, Pipe se montra fort nerveux, mais par bonheur. Cette fois-là, un contact proche avec le cachalot lui fut épargné et il s'en sortit sans trop de déshonneur. Stubb, l'ayant observé, prit soin par la suite de l'exhorter à s'armer le plus possible de courage, car il en aurait souvent besoin. La seconde fois, la pirogue mena au pagaie sur le cachalot. En recevant le fer, le poisson donna l'habituelle secousse qui porta, cette fois, juste sous le banc du pauvre Pipe.
La surprise atterrée qu'il éprouva sur l'instant le fit sursauter à tel point que pagaie à la main, il passa par-dessus bord, de telle manière qu'il entraîna avec lui la ligne qui se trouvait alors au niveau de sa poitrine, et une fois à l'eau, il s'empêtra dedans. Au même instant, le cachalot blessé prit sa course effrénée, la ligne se tendit brusquement, et presto le pauvre Pip émergea jusqu'au tolet de la pirogue dans un bouillonnement d'écume, impitoyablement tiré jusque-là par la ligne qui lui entourait la poitrine et le coup de plusieurs tours. Tashtego était debout à l'avant. L'ardeur de la chasse l'allumait. Il haïssait Pip pour sa poltronnerie. Tirant le couteau de pirogue de sa gaine, il en posa le tranchant sur la ligne et se tournant vers Stubb, il interrogea, coupé, tandis que le visage bleui par l'étouffement de Pip disait clairement « Coupé pour l'amour de Dieu ». Tout se passa le temps d'un éclair. L'aventure ne dura pas plus d'une demi-minute. « Qu'il soit maudit, coupé », rugit Stubb. Ainsi le cachalot fut perdu et Pip sauvé. À peine retrouvait-il ses esprits que le pauvre petit nègre fut accablé par les malédictions et les vociférations de l'équipage. Stubb, lui, laissa libre cours à ses imprécations contraires aux règles puis d'un ton neutre comme on traite une affaire, mais plaisantant à demi, il maudit Pip officiellement et officieusement l'accabla de plus d'un salutaire conseil. Ses paroles pouvaient se résumer à ceci. Ne saute jamais d'une pirogue, Pip, sauf, mais tout le reste manquait de précision comme tout conseil judicieux. En général, la vraie devise de la chasse est « tiens bon à la pirogue », mais il arrive en certains cas que « saute de la pirogue » convient mieux. Se rendant enfin compte qu'en mettant une trop grande conscience à donner des conseils à Pip, il lui laissait trop de champ pour renouveler son forfait. Il renonça soudain à toute admonition et conclut par un ordre péremptoire. « Tenez ferme à la pirogue, Pip, ou par Dieu, je ne vous repêcherai pas si vous sautez, tenez-le-vous pour dit. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre des baleines pour des gars comme vous. Un cachalot vaut 30 fois ce qu'on vous vendrait en Alabama. Pip, souvenez-vous bien de ça et ne sautez plus. » Peut-être que Stubb sous-entendait par là que, quoi qu'il aime son semblable, un homme est un animal qui doit gagner de l'argent, penchant qui, trop souvent, entrave sa bienveillance. Mais nous sommes tous entre les mains des dieux, et Pip sauta de nouveau. Les circonstances étaient à peu près celles de la première fois, sauf qu'il ne se prit pas dans la ligne, et que lorsque le gibier se mit à fuir, Pip resta en arrière dans la mer, pareil à la malle d'un voyageur pressé. Hélas, Stubb ne fut que trop fidèle à sa promesse. C'était un beau jour, bleu et généreux. Le lamé d'une mer fraîche et calme s'étendait lisse jusqu'à l'horizon, telle une feuille d'or amincie à l'extrême. La tête d'ébène de Pip, s'enfonçant, surgissant, y semblait un clou de girofle. Il n'y eut point de couteau d'embarcation à brandir lorsqu'il tomba de la poupe. Le dos inexorable de Stubb ne se détourna pas, et la baleine avait des ailes. En 3 minutes, tout un mille d'océan sans rivage sépara Pip de Stubb. Du centre de la mer, le pauvre Pip tourna sa tête noire, frisée de rue, vers le soleil, cet autre naufragé solitaire, malgré la hauteur éclatante de son abandon. Par temps calme, nager au large est une affaire aussi simple pour un nageur, entraîné que de voyager dans une voiture suspendue pour un terrien. Mais l'affreux sentiment d'abandon est intolérable. L'intensité avec laquelle l'être se ramasse en lui-même au sein d'une aussi cruelle immensité, Seigneur, qui peut la dire? Voyez comme les marins, lorsque par calme plat, ils se baignent au large, voyez comme ils se serrent contre leur navire et se bornent à longer ses flancs. Mais Stubb avait-il vraiment abandonné le pauvre petit nègre à son sort? Non, du moins telle n'était pas son intention. Car il y avait 2 baleinières dans le sillage de la sienne, et il pensa sans doute qu'elles auraient tôt fait de rejoindre Pip et de le repêcher. Bien qu'en pareil cas, les pêcheurs ne soient pas toujours disposés à de tels égards envers celui qui s'est mis en danger par sa propre pusillanimité, quand bien même c'est une chose fréquente, car un couard est invariablement détesté par la pêcherie et poursuivi de cette même haine sans pitié que dans l'armée et dans la marine militaire. Mais les circonstances voulurent que ces pirogues ne virent pas Pip. Absorbées par la présence proche de cachalots, elles virèrent de bord pour leur livrer la chasse.
Quant à la baleinière de Stubb, elle était loin à présent et lui-même, comme son équipage, était tout à leur poursuite de sorte que l'anneau d'horizon s'élargit misérablement autour de Pip. Par un pur hasard, ce fut le navire qui le sauva enfin, mais depuis ce moment-là, il déambula sur le pont comme un idiot, du moins c'est le terme qu'on lui appliquait. La mer moqueuse lui avait laissé son corps borné et noyé l'infini de son âme. Elle ne l'avait pas noyé tout à fait cependant. Elle l'avait plutôt entraîné vive dans les profondeurs prodigieuses où les formes étranges du monde primordial, encore intactes, glissaient ici et là devant son regard passif. La sagesse, sirène avaricieuse, lui révélait ses trésors amassés et parmi les vérités éternelles, joyeuses, cruelles, jeune à jamais, Pip voyait dans les innombrables insectes coralliens l'omniprésence de Dieu qui, hors du firmament des eaux, tire les orbes immenses des atolls. Il voyait le pied de Dieu posé sur la pédale du métier à tisser et, parce qu'il le disait, ses compagnons l'appelaient fou. Fou aux yeux du monde, sage aux yeux de Dieu, et c'est en s'éloignant de la raison humaine que l'homme arrive enfin à l'esprit du ciel, pour qui la raison n'est que folie et frénésie. Devant le bonheur comme devant le malheur, il n'éprouve plus que l'indifférence absolue qui est celle même de Dieu. Pour le reste, ne blâmez pas trop sévèrement Stubb. C'est monnaie courante dans la pêcherie, et on verra par la suite que je fus victime d'un semblable abandon.